That is consent. The evidence shows consent. He got on top of me and raped me. We are not victims anymore. We are victorious. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian-Arissoa. Après 3 semaines d'audience, le procès d'Harvey Weinstein touche à sa fin. Retour aux origines de l'onde de choc MeToo. Weinstein, prononcez-le comme vous le souhaitez. En tout cas, vous avez bien compris de qui on parle. Ce producteur de cinéma américain accusé de harcèlement, d'agression sexuelle, de viol. Vous pensez tout savoir sur cette histoire, vous vous trompez. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, on va d'abord raconter les audiences parce qu'elles ont été passionnantes. Elles ont mis face à face 2 femmes assez incroyables. Une vieille avocate féministe de 78 ans qui défendait les plaignantes et puis celle qu'on appelle le bulldog et dont la spécialité est de démolir le témoignage des plaignantes. Et c'est ce qui s'est passé. On va aussi expliquer pourquoi il n'y avait que 2 plaignantes alors qu'une centaine de femmes ont porté plainte. Eh bien, c'est aussi parce qu'en amont, la défense d'Harvey Weinstein a employé des moyens parfois très limites, comme par exemple l'utilisation d'une espionne israélienne dont je vais vous raconter l'histoire. Et puis, on réexpliquera que cette affaire Weinstein, ça a peut-être changé les rapports hommes-femmes sur l'ensemble de la planète. En tout cas, souvenez-vous, lorsque les premières enquêtes ont été publiées par la presse américaine, ça a déclenché un tsunami mondial qu'on a appelé le mouvement MeToo, qui a eu des répercussions dans le monde entier, y compris parfois de façon plus controversée en France avec ce mouvement Balance ton porc. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrian-Arissoa. Pour raconter ce procès, il faut bien insister sur 2 personnages clés. L'avocate des 2 plaignantes, Gloria Allred, féministe, et son exact opposé, Donna Rotunno. Alors, la première, elle a 78 ans. C'est une avocate effectivement féministe qui a révélé avoir elle-même été violée à l'âge de 25 ans. C'est une star du barreau, spécialiste donc de toutes les causes féministes. Et puis en face, celle que on connaissait déjà un peu, mais qui est devenue véritablement une star en 3 semaines aux États-Unis, c'est Donna Rotunno. C'est une avocate pénaliste originaire de Chicago. C'est elle que Harvey Weinstein a choisie pour sa défense. Elle n'a peur de rien. On la surnomme la bulldog. Elle est connue pour démolir les femmes plaignantes, puisque c'est sa spécialité, les procès pour harcèlement sexuel ou pour viol. Les audiences avaient très mal commencé pour le producteur, puisqu'on avait eu 6 témoignages, les 2 plaignantes et 4 femmes dont les témoignages avaient été retenus, qui sont venus raconter des faits de grande violence. C'était un peu la surprise du procès. On avait des détails assez terribles qui ont été donnés par des avocates. Après ces témoignages de victimes, régulièrement, Gloria Allred, qui défendait la plaignante, donnait des conférences de presse où elle expliquait les témoignages de manière très crue. On écoute. She testified that he held her hands over her head. Elle a expliqué qu'Harvey Weinstein la maintenait avec les mains derrière la tête pour ne pas qu'elle puisse se défendre. Elle n'a pas pu l'enlever d'elle, il était sur elle, elle s'est débattue, elle a dit non et il n'a pas arrêté. On voit qu'il y a beaucoup de détails. Pourquoi ? Parce que la défense d'Harvey Weinstein essaye de faire croire qu'il y avait consentement. Voilà, alors que les témoignages, effectivement, ont tous décrit des faits de violence, notamment en insistant sur le poids. Il faisait 150 kilos, ce producteur Harvey Weinstein. Alors effectivement, la défense, Donna Rotunno, elle a, pendant tout le procès, insisté sur le fait qu'il n'y avait pas viol parce qu'il y avait consentement des victimes, en s'appuyant sur un fait, notamment sur l'une des victimes où c'est tout à fait reconnu, elle a eu des relations sexuelles consenties avec le producteur après le viol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu viol, c'est pas parce qu'une femme revoit son agresseur qu'il n'y a pas eu viol le jour où elle l'annonce, mais en tout cas, c'était au centre de la stratégie de défense et elle a finalement réussi, une semaine avant la fin des audiences, ce qu'elle voulait, c'est-à-dire faire craquer une des 2 plaignantes, la plus jeune. Effectivement, elle l'a longuement interrogée sur tous les messages qu'elle avait échangés avec Harvey Weinstein après le viol, et elle lui souhaite bon anniversaire, et elle lui dit voilà mon nouveau numéro de téléphone, appelle-moi quand tu veux, etc. Et finalement, sous les coups de boutoir de cette avocate, dite le bulldog, eh bien, la plaignante a fini par craquer, s'effondrer en larmes, incapable de poursuivre l'audience. On lui a donné un petit moment pour se remettre, on a essayé de reprendre l'audience, elle était toujours incapable de s'expliquer, il a fallu attendre le lendemain. C'était vraiment le moment fort du procès, ce que voulait la défense, faire craquer les accusatrices. Et alors, Donna Rotunno, elle aussi, évidemment, elle donnait des conférences de presse à la sortie de l'audience. On l'écoute.
Elle explique, si ce que vous dites qui s'est passé est bien arrivé, alors ça défie le bon sens de le revoir ensuite, de lui envoyer des emails, de maintenir le contact. C'est du consentement. Les preuves montrent un consentement. Il y a quand même quelque chose de très surprenant dans ce procès, c'est qu'il y a plus de 80 femmes qui témoignent d'agressions sexuelles ou de harcèlement de la part d'Harvey Weinstein, et il n'y avait au procès que 2 plaignantes retenues. Voilà, toutes ces actrices qui ont témoigné publiquement, médiatiquement contre Harvey Weinstein, eh bien, très souvent, leur cas était prescrit. C'était des faits qui avaient 10-15 ans et qui ne pouvaient plus être jugés. Ensuite, le procès, là, il a eu lieu à New York. Il ne pouvait concerner que des faits advenus à New York. Ça pouvait concerner des femmes qui ont préféré un accord financier. Il y a une trentaine de femmes qui, via leurs avocats, n'ont pas voulu aller à ces audiences si difficiles à vivre. On l'a bien vu pour les 2 malheureuses plaignantes qu'on a fait craquer. Donc voilà, un certain nombre de femmes ont préféré ne pas aller jusqu'à ce procès et se faire indemniser. Donc il y a eu une négociation qui va coûter au bas mot 25 millions de dollars pour indemniser cette trentaine de femmes. D'ailleurs, ce n'est pas Harvey Weinstein qui va payer. Il était assuré. Hein. C'est une compagnie d'assurance de sa société qui va payer. Donc si vous retirez celles qui n'ont pas voulu porter plainte, celles où ça ne s'est pas passé à New York, celles où les faits étaient prescrits et celles qui ont préféré un arrangement financier, eh bien à l'arrivée, effectivement, ça s'est terminé en peau de chagrin. Il ne restait plus que 2 femmes. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que tout a été fait en amont pour minimiser ce procès. C'est-à-dire qu'il y a eu les accords financiers d'un côté, mais aussi l'appel à une société de détectives privés israélienne. Voilà, dès 2016, il savait, Harvey Weinstein, qu'il risquait d'être poursuivi et menacé. Et donc, il s'est adressé à un cabinet de détectives privés israélien qui s'appelle Black Cube, qui a été fondé par des dirigeants du Mossad. Et l'idée, c'était d'enquêter sur toutes les femmes qui potentiellement pouvaient accuser Harvey Weinstein de viol ou de harcèlement sexuel. Il avait la liste, lui. Hein. Et alors, donc, ce cabinet, qui est vraiment le meilleur israélien, a mis une détective sur le coup. Elle s'appelle Stella Pechanak. Elle a une histoire parce qu'elle est originaire de Sarajevo. Et pendant le siège de Sarajevo, les Israéliens l'ont sortie de la ville et l'ont accueillie en Israël. Elle a pris la nationalité. Pourquoi les Israéliens l'ont sortie de la ville? Parce que les grands-parents de Stella avaient sauvé des Juifs pendant la guerre à Sarajevo. Donc elle était d'une famille musulmane qui avait sauvé des Juifs. Elle a été sortie par les Israéliens, emmenée en Israël. Elle est devenue pilote dans l'armée de l'air, donc militaire. Et en même temps, elle faisait des cours de théâtre, donc elle aimait la comédie. Eh ben, une militaire qui aime le théâtre, qu'est-ce que ça peut faire? Une très bonne espionne. Et c'est ce qu'elle est devenue. Donc, elle a fait une carrière d'espionne en Israël. Et puis, à la demande d'Harvey Weinstein, donc, elle a, et avec un budget presque illimité, consacré son temps à essayer de retrouver les possibles plaignantes et de les discréditer si possible. Elle a utilisé toutes sortes de ruses. Il y avait par exemple une femme qui pouvait porter plainte et qui préparait un livre sur le producteur, le roi de Hollywood. Et ben, elle est devenue sa meilleure amie. Elle a tout fait pour essayer d'obtenir des informations. C'est une histoire d'espionnage absolument incroyable qui s'est retournée contre le cabinet israélien une fois que tout ce que je viens de vous dire est devenu public. Et là, le cabinet israélien, un petit peu gênant, a dit bon, bah écoutez, finalement, tout ce qu'on a gagné dans cette affaire, on va le reverser pour les causes des femmes victimes de violences. Là où il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est que malgré la vague MeToo qui a déferlé sur le monde entier, en France, le hashtag Balance ton porc reste un peu controversé et n'a pas vraiment eu le même impact qu'ailleurs. Oui, parce qu'on l'a vu partout ailleurs, c'était moi aussi. Donc c'était des femmes qui disaient moi aussi j'ai été victime. En France, on a eu Balance ton porc, donc attaquons, hein, c'était un petit peu plus offensif. Alors Balance ton porc, c'est une journaliste française basée à New York qui s'appelle Sandra Muller qui l'avait lancée et qui avait donné l'exemple en balançant celui qu'elle estimait être un porc, en l'occurrence le patron d'une chaîne de télévision spécialiste des chevaux, la chaîne Equidia, donc qui avait été accusé de harcèlement. Alors il a eu sa vie détruite au passage, cet homme-là, hein, il a été quitté par sa femme, licencié par son employeur à cause de ces accusations. Il a porté plainte et finalement, c'est seulement à la fin de l'année 2019 qu'on a eu un premier épisode judiciaire puisque Sandra Muller a été condamnée pour diffamation. Il a obtenu gain de cause, effectivement, le patron de la chaîne de télévision, et Sandra Muller a été condamnée à une grosse amende. Elle a fait appel, mais ce qui est spectaculaire, c'est qu'en France, pour l'instant, sur cette affaire MeToo, Balance ton porc, on a eu un seul fait de justice, une seule audience. Il y a eu des plaintes, hein, mais pour l'instant, une seule audience. Et en l'occurrence, c'est celle qui est accusée qui a été condamnée.
c'était le tout premier épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Merci à Irénée Matuzewski à la technique. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct Tous les matins à 7h50 sur RMC.